Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 touristes qui ont été attaqués vivants dans le parc national de Yellowstone. D'un dresseur qui s'est approché trop près du plus grand mammifère terrestre d'Amérique à une rencontre mortelle avec le prédateur le plus efficace de la nature. Nous commençons au camping Norris, où récupérer une glacière est devenu un cauchemar. C'était le 14 juin 2013 lorsqu'une pause déjeuner de routine au parc national de Yellowstone est devenue mortelle dans la zone du camping Norris. Le sentier éloigné, entouré de Pins Lodge Pole denses et de caractéristiques thermales, affichait des avertissements d'ours depuis des semaines. Des excréments frais et des marques de griffes sur les arbres voisins auraient dû être des indicateurs clairs d'une activité récente de grizzly dans la région. L'emplacement surélevé du camping offrait une vue imprenable sur le bassin de geyser de Norris, où des évents de vapeur et des sources chaudes créaient un paysage d'un autre monde qui attirait des milliers de visiteurs chaque année. Gillian Moore, une dresseuse d'ours de cirque âgée de 26 ans, voyageait avec son équipe entre 2 engagements. Connue pour son approche consciencieuse et son désir de prouver sa compétence avec des animaux dangereux, elle avait passé des années à travailler avec des ours en captivité dans des environnements contrôlés. Ses collègues, Miguel Alvarez, le chef d'équipe animalier de 34 ans, et Tasha Lynn, une assistante en relations publiques de 29 ans, s'étaient arrêtés pour une rapide séance photo pittoresque près du camping. Miguel, toujours méticuleux concernant les protocoles de sécurité, avait rappelé à tout le monde l'importance de bien stocker la nourriture plus tôt dans la matinée. Cependant, Tasha, poussée par des délais serrés, avait incité le groupe à capturer rapidement des images avant de passer à autre chose. L'équipe avait choisi cet endroit particulier pour son arrière-plan photogénique de caractéristiques normes thermales fumantes et de pins imposants. Une glacière souple contenant leur déjeuner avait été brièvement laissée dans la benne du camion et divers snacks et bouteilles de crème solaire étaient éparpillés sur la table de pique-nique en bois. La zone portait l'odeur distincte de nourriture qui s'avérerait fatalement attirante pour la faune locale. Des panneaux d'avertissement affichés dans tout le camping indiquaient explicitement la distance minimale de 100 yards requise lors de rencontres avec des ours, mais l'emplacement isolé avait donné au groupe un faux sentiment de sécurité. Les grizzlies sont parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Nord, pesant jusqu'à 800 livres et capables de courir à 35 miles par heure. Ces énormes omnivores possèdent un sens de l'odorat extraordinaire, 7 fois plus puissant que celui d'un chien de chasse, leur permettant de détecter des sources de nourriture à des kilomètres. Lorsque les ours deviennent conditionnés à la nourriture, associant les humains à des repas faciles, ils perdent leur méfiance naturelle et deviennent de plus en plus agressifs dans la poursuite de ces récompenses. Les grizzlies mâles adultes peuvent se tenir debout à plus de 9 pieds de haut sur leurs pattes arrière et possèdent une force de mâchoire capable d'écraser une boule de bowling. L'attaque a commencé lorsqu'un grand grizzly mâle est sorti du bois, se dirigeant avec une intention délibérée vers la zone de pique-nique. La tête de l'ours est restée basse, les narines dilatées, suivant la piste olfactive directement jusqu'à la table où les odeurs de nourriture persistaient. Au lieu de suivre le protocole standard consistant à reculer lentement et à préparer le spray anti-ours, Gillian a commis l'erreur fatale de s'avancer pour récupérer la glacière tout en essayant d'intimider le prédateur qui approchait. Se plaçant entre l'ours et sa cible, Gillian a agité les bras et crié des ordres comme elle le ferait avec des animaux de cirque dressés. Cette posture agressive a déclenché la réaction défensive du grizzly. L'ours a comblé la distance restante en quelques secondes, son corps massif couvrant le sol avec une vitesse surprenante. La charge initiale a renversé Gillian en arrière avec une force énorme, son corps heurtant le sol alors que la table de pique-nique se renversait, dispersant la nourriture dans la zone. Les puissantes pattes avant du grizzly frappèrent le torse et la tête de Gillian avec des coups écrasants, chaque coup pouvant générer plus de 1000 livres de pression par pouce carré. Les griffes de 4 pouces de l'ours ont lacéré sa poitrine et ses épaules, créant de profondes lacérations qui ont sectionné des vaisseaux sanguins majeurs. Ses mâchoires massives, équipées de dents conçues pour broyer les os, se sont refermées sur son cou et son torse supérieur, causant un traumatisme catastrophique aux organes vitaux et à la colonne vertébrale. Alors que le corps de Gillian devenait mou, l'ours maintenait sa prise, secouant violemment de manière typique des attaques prédatrices. La combinaison d'une perte de sang massive due à des dommages artériels, de blessures écrasantes à la cage thoracique qui ont perforé les 2 poumons et d'un traumatisme sévère à la colonne cervicale a entraîné un arrêt cardiaque immédiat. Miguel et Tasha, qui s'étaient retirés à une distance sûre, ont utilisé un spray anti-ours, mais le produit chimique est arrivé trop tard pour empêcher les blessures de mortels. Le grizzly a lâché prise et s'est retiré dans la forêt alors que les appels d'urgence inondaient le centre de répartition du parc. Les rangers sont arrivés en quelques minutes pour sécuriser les lieux, mais Gillian avait déjà succombé à ses blessures. Le spray anti-ours avait réussi à éloigner l'animal, empêchant d'autres victimes parmi les membres restants de l'équipe. Les responsables du parc ont lancé une enquête immédiate sur l'incident en se concentrant sur les violations du stockage des aliments et les circonstances qui ont conduit au comportement agressif de l'ours. Le grizzly a ensuite été localisé et euthanasié en raison de son comportement conditionné par la nourriture et de l'attaque mortelle sur un humain.
La famille de Gillian a publié une brève déclaration soulignant son engagement de toujours envers le bien-être animal et demandant le respect de leur intimité pendant leur deuil. L'incident a suscité de nouvelles discussions sur les protocoles de sécurité liés à la faune et les dangers du conditionnement alimentaire dans les parcs nationaux. Bien que la rencontre tragique de Gillian Moore avec un grizzly à Norris hante ses collègues, les dangers qui rôdent à Yellowstone étaient loin d'être terminés. Juste 2 mois plus tard, Carter Hayes ferait face au plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord à Madison Junction, découvrant que même les dresseurs d'animaux expérimentés pouvaient être victimes de décisions prises en une fraction de seconde dans la nature. C'était le 22 août 2015, lorsqu'un arrêt pittoresque à Madison Junction s'est transformé en cauchemar qui coûterait une autre vie dans le parc national de Yellowstone. Le populaire point d'arrêt en bord de route, situé là où les rivières Firehole et Gibbon se rejoignent pour former la rivière Madison, offrait des vues panoramiques sur les vastes prairies qui s'étendent vers les sommets montagneux lointains. La circulation en fin d'après-midi avait créé un embouteillage de véhicules alors que les touristes se rassemblaient pour photographier le paysage emblématique et la faune qui broutait fréquemment dans les prairies ouvertes. Carter Hayes, un dresseur de grands félins de 31 ans avec des années d'expérience dans la manipulation d'animaux dangereux dans des environnements de cirque, voyageait avec son équipe entre les lieux de spectacle. Connu pour son habileté et son efficacité, Carter travaillait parfois sous une pression temporelle intense pour respecter des horaires exigeants. Ses collègues, Elena Rocha, une gestionnaire de transport de 36 ans, et Kevin Pike, un assistant dresseur de 24 ans, s'étaient arrêtés sur l'aire de repos pour ce qui devait être une courte pause pour se dégourdir les jambes. Elena, toujours organisée et prudente concernant les protocoles de sécurité, avait spécifiquement averti l'équipe de maintenir des distances appropriées et de rester près de leur véhicule. Cependant, le paysage époustouflant et les conditions d'éclairage parfaites se sont avérés trop tentants pour une photo promotionnelle rapide. L'équipe avait choisi cet endroit pour son arrière-plan photogénique de prairies ondulantes et de sommets lointains, inconsciente qu'un énorme bison mâle s'était séparé du troupeau principal et broutait dangereusement près de la zone de stationnement. Plusieurs groupes de visiteurs s'étaient déjà rassemblés trop près de l'animal, ignorant les panneaux d'avertissement clairement affichés qui imposaient une distance minimale de 25 yards de toute faune. Le taureau montrait des signes classiques d'agitation, grattant le sol et se tournant de côté pour présenter son profil imposant, mais ces comportements d'avertissement n'étaient pas reconnus par les touristes excités. Les bisons d'Amérique sont les plus grands mammifères terrestres d'Amérique du Nord, avec des taureaux adultes pesant jusqu'à 2000 livres et mesurant 6 pieds de haut à l'épaule. Malgré leur apparence apparemment docile, ces énormes herbivores sont responsables de plus de blessures de visiteurs à Yellowstone que tout autre animal. Les bisons peuvent atteindre des vitesses de 56 km/h et possèdent une agilité incroyable, capable de changer de direction instantanément. Leur tête massive, renforcée par un os épais et équipée de cornes acérées et incurvées, servent d'armes dévastatrices lorsqu'ils se sentent menacés ou acculés. L'attaque a commencé lorsque Carter a quitté le trottoir pour cadrer une meilleure prise de vue, se positionnant dans la zone de danger critique. Le bison mâle, déjà stressé par la foule de spectateurs, a interprété l'approche de Carter comme une menace directe. La queue de l'animal s'est levée, un signal d'avertissement clair précédant un comportement agressif. Carter a commis l'erreur fatale de continuer à s'approcher, se concentrant sur son appareil photo, plutôt que de lire le langage corporel de plus en plus agité du bison. Le taureau a baissé sa tête massive et s'est engagé dans une charge complète à travers le fossé peu profond en bord de route. Le sol a tremblé sous le poids de près d'une tonne de muscles et d'os accélérant vers sa cible. Carter n'eut pas le temps de battre en retraite alors que le bison réduisait la distance en quelques secondes, ses puissantes jambes avançant avec un élan irrésistible. L'impact initial souleva Carter complètement du sol alors que le crâne renforcé du taureau frappait son torse avec la force d'un train de marchandises. La collision a généré plus de 2000 livres de pression écrasante, fracturant instantanément plusieurs côtes et projetant des fragments d'os dans ses poumons et son cœur. Les cornes acérées du bison pénétrèrent profondément dans la cavité thoracique de Carter, perforant des organes vitaux et sectionnant des vaisseaux sanguins majeurs. Alors que le corps de Carter touchait le sol, le taureau enragé poursuivit son assaut, utilisant sa tête massive pour accrocher et projeter la forme inerte. Les sabots de l'animal, pesant chacun plusieurs livres et durcis comme de l'acier, assénèrent donc des coups écrasants au crâne et à la colonne vertébrale de Carter. La combinaison de traumatismes pénétrants causés par les cornes, d'hémorragies internes massives dues à la rupture des organes et de blessures catastrophiques à la tête a entraîné une perte de conscience immédiate et un effondrement cardiovasculaire rapide. Le taureau a donné un dernier coup dévastateur avant de faire demi-tour et de trotter vers le troupeau principal, laissant le corps brisé de Carter immobile sur l'herbe piétinée.
Les spectateurs horrifiés se sont réfugiés dans leurs véhicules alors que la réalité de ce qu'ils avaient vu s'installait. Les appels d'urgence ont inondé le centre de communication du parc, mais le traumatisme massif infligé par le bison s'était déjà avéré fatal. Les gardes forestiers sont arrivés en quelques minutes pour sécuriser la scène et établir un périmètre de sécurité autour du taureau agressif. Le personnel médical d'urgence a tenté des efforts de réanimation, mais les blessures internes étendues et la perte de sang massive avaient déjà coûté la vie à Carter. Le bison, ayant défendu son territoire, ne montrait plus de signes d'agression et a été autorisé à rejoindre le troupeau. Les responsables du parc ont lancé une enquête approfondie sur l'incident, examinant les comportements des visiteurs et l'efficacité des programmes actuels d'éducation à la sécurité de la faune. L'attaque a suscité de nouveaux appels à un renforcement de l'application des règlements de distance et à l'amélioration des systèmes d'alerte dans les zones populaires d'observation de la faune. La famille de Carter a publié un communiqué demandant le respect de leur vie privée pendant qu'ils pleurent la perte de leurs proches, en soulignant sa passion de toujours pour travailler avec les animaux et son dévouement à la conservation de la faune. Alors que Carter Hayes avait été victime de la puissance brute du plus grand mammifère terrestre d'Amérique à Madison Junction, le schéma tragique des rencontres avec la faune à Yellowstone continuait de se dérouler. Juste un mois plus tard, Brice Abbott ferait face à une situation différente mais tout aussi dangereuse à Mammoth Hot Springs, où la saison de rut automnale transformerait les wapitis normalement dociles en défenseurs territoriaux agressifs. C'était le 24 septembre 2018 lorsque les pelouses bien entretenues de Mammoth Hot Springs sont devenues le théâtre d'une autre rencontre mortelle avec la faune dans le parc national de Yellowstone. La zone administrative historique, avec ses formations de calcaire en terrasse et ses bâtiments gouvernementaux, offrait généralement un refuge sûr pour les visiteurs pour observer la faune depuis des allées entretenues. L'air frais du matin portait les sons distinctifs de l'automne, y compris les appels de bugles envoûtants qui résonnaient à travers la vallée alors que les wapitis entraient dans leur saison de rut annuelle. Brice Abbott, un dresseur d'animaux senior de 38 ans avec une vaste expérience dans la gestion d'espèces dangereuses dans des environnements de cirque, voyageait avec son équipe en sous-effectif entre les lieux de spectacle. Connu pour son calme et son expertise respectée, Brice travaillait parfois avec un soutien minimal en raison de contraintes budgétaires. Ses collègues, la docteure Lila Norton, consultante vétérinaire de 33 ans, et Owen Kitt, un soigneur de 28 ans, s'étaient arrêtés à Mammoth pour filmer les terrasses de calcaire. Dr Norton avait fait remarquer que plusieurs wapitis mâles avaient rassemblé des harems près des bâtiments administratifs. Owen, inexpérimenté avec le comportement des wapitis sauvages pendant la saison des amours, avait insisté pour que le groupe reste sur les trottoirs désignés. L'équipe avait choisi cet endroit pour son magnifique décor de terrasses de calcaire blanc dévalant la colline. Cependant, leur visite coïncidait avec la saison de rut des wapitis lorsque des animaux normalement dociles se transformaient en défenseurs territoriaux agressifs. Plusieurs wapitis mâles avaient établi des territoires sur les vastes pelouses, chacun gardant des femelles tout en défiant constamment les rivaux. L'air résonnait de leurs appels et plusieurs mâles pouvaient être vus frottant leur bois contre les arbustes et marchant nerveusement. Les wapitis mâles, pendant la saison du rut, sont parmi les grands mammifères les plus dangereux d'Amérique du Nord, avec des mâles adultes pesant jusqu'à 700 livres et arborant des bois qui s'étendent sur 5 pieds de large. Ces créatures subissent des changements comportementaux spectaculaires pendant la saison des amours en automne, devenant très agressives et territoriales. Leurs énormes bois, constitués d'os solides et pesant jusqu'à 40 livres, servent d'armes redoutables capables d'infliger des blessures dévastatrices. Les taureaux chargeront tout ce qu'ils perçoivent comme une menace pour leur dominance ou leur accès aux femelles. L'attaque a commencé lorsque Brice a quitté le chemin désigné pour aller sur la pelouse afin d'obtenir un meilleur angle de caméra. Un wapiti mâle dominant qui faisait les 100 pas entre son harem et les humains qui approchaient a immédiatement identifié ce mouvement comme une intrusion territoriale. Le massif animal a baissé la tête, exhibant son impressionnante ramure tout en émettant un appel de défi profond et guttural. Brice a commis l'erreur fatale de continuer à traverser la pelouse plutôt que de se retirer immédiatement en sécurité. Les instincts territoriaux du wapiti ont déclenché une réponse agressive immédiate. L'animal s'est tourné vers Brice, ses puissants muscles du cou se contractant alors qu'il positionnait ses bois pour un impact maximal. Le wapiti s'est lancé dans une charge, couvrant la distance avec une vitesse surprenante. Ses sabots tonnaient contre le sol alors que près de 700 livres de muscles et d'os accéléraient vers leur cible. La collision initiale enfonça les bois de l'élan profondément dans le torse de Brice avec une force énorme. Les pointes acérées, mesurant chacune plusieurs pouces de long, pénétrèrent dans sa cavité thoracique, perforant les 2 poumons et sectionnant les principaux vaisseaux sanguins. L'impact souleva Brice de ses pieds alors que le taureau continuait son élan, enfonçant les bois plus profondément. La tête massive de l'élan se tordit violemment, utilisant ses bois comme des lances pour infliger un maximum de dégâts.
Alors que le corps de Brice devenait mou, empalé sur les bois du taureau, une hémorragie interne massive commença immédiatement. Les poumons perforés s'effondrèrent, se remplissant de sang et empêchant l'oxygène d'atteindre les organes vitaux. L'élan leva la tête, soulevant le corps de Brice à plusieurs pieds du sol avant de secouer violemment pour déloger ce qu'il percevait comme un rival vaincu. Les pointes des bois avaient sectionné son aorte, provoquant une perte de sang catastrophique qui s'avérerait fatale en quelques minutes. Le taureau réussit finalement à projeter le corps inerte de Brice à plusieurs mètres à travers la pelouse avant de retourner à son harem. Le traumatisme massif de sa cavité thoracique, combiné à l'effondrement complet du système respiratoire et à une hémorragie interne massive, entraîna une défaillance cardiovasculaire immédiate. Le docteur Norton et Owen ont immédiatement appelé les secours tout en gardant une distance de sécurité avec le taureau encore agité. Les gardes forestiers sont arrivés rapidement et ont utilisé des véhicules pour créer une barrière entre l'élan agressif et la scène, tandis que le personnel médical d'urgence tentait des mesures de sauvetage. Cependant, les blessures internes étendues causées par les bois de l'élan s'étaient déjà révélées fatales. Le wapiti mâle, ayant réussi à défendre son territoire, ne montrait plus d'agressivité et a été autorisé à rester avec son harem. Les responsables du parc ont lancé une enquête axée sur l'éducation des visiteurs concernant le comportement des élans pendant la saison des amours et l'importance de maintenir des distances de sécurité avec la faune. La famille de Brice a publié une déclaration honorant son dévouement de toute une vie au bien-être des animaux et demandant le respect de leur vie privée pendant leur deuil. Alors que Brice Abbott était devenu une autre victime de la faune dangereuse de Yellowstone à Mammoth Hot Springs, les rencontres mortelles se poursuivaient. Carter Hayes avait perdu la vie face à un bison massif à Madison Junction et bientôt, Faith Gardiner ferait face à sa propre épreuve terrifiante à West Thumb où une rencontre inattendue avec l'un des prédateurs les plus adaptables d'Amérique du Nord mettrait à l'épreuve la survie humaine. C'était le 12 juillet 2014 lorsqu'une pause déjeuner paisible à West Thumb Geyser Basin s'est transformée en une autre rencontre tragique avec la faune dans le parc national de Yellowstone. La pittoresque aire de pique-nique située le long des rives du lac Yellowstone, avec ses eaux cristallines reflétant les montagnes environnantes, offrait généralement aux visiteurs un cadre serein pour profiter de repas tout en observant les caractéristiques thermales. Le soleil de midi filtrait à travers les hauts pins tordus, créant des ombres tachetées sur les tables de pique-nique en bois disséminées dans la zone de loisirs. Faith Gardiner, une dresseuse de primates de 27 ans connue pour son calme et ses techniques de manipulation patiente avec des animaux dangereux dans des environnements de cirque, voyageait avec son équipe pendant une brève pause entre les réservations de spectacles. Son partenaire, Mark Ellison, un coordinateur logistique de 30 ans à la fois pratique et protecteur, avait préconisé de garder leur arrêt bref avant que la zone ne devienne bondée. Priya Banerjee, une assistante de production de 26 ans avec une vision optimiste, avait encouragé le groupe à s'attarder pour prendre des photos pittoresques loin des foules animées. Le moment de leur visite coïncidait avec une activité accrue des ours dans la région, comme en témoignent les nombreux panneaux d'avertissement affichés dans toute la zone de pique-nique et les récents rapports d'observation d'autres visiteurs. Une poubelle débordante à proximité avait attiré des charognards et les odeurs persistantes de nourriture laissées par les pique-niqueurs précédents créaient un environnement propice aux rencontres avec la faune. Diverses collations, bouteilles de crème solaire et une glacière souple contenant leur déjeuner restaient éparpillées sur la table en bois, créant des odeurs attrayantes qui s'avéreraient fatalement séduisantes pour les prédateurs locaux. Les ours noirs sont parmi les omnivores les plus adaptables et opportunistes d'Amérique du Nord, les mâles adultes pesant jusqu'à 400 livres et possédant une force et une agilité incroyables. Malgré leur taille plus petite par rapport aux grizzlies, les ours noirs sont responsables de plus de décès humains en raison de leur proximité avec les zones peuplées et de leur volonté d'approcher les sources de nourriture humaine. Ces animaux intelligents possèdent un sens de l'odorat extraordinaire, capable de détecter les odeurs de nourriture à plusieurs kilomètres de distance. Lorsque les ours noirs s'habituent aux sources de nourriture humaine, ils perdent leur peur naturelle et deviennent de plus en plus audacieux et agressifs. L'attaque a commencé lorsqu'un grand ours noir mâle est sorti du bois dense entourant la zone de pique-nique, se dirigeant avec détermination vers les tables où les odeurs de nourriture étaient les plus fortes. L'ours s'approcha prudemment, se dressant sur ses pattes arrière pour évaluer la situation avant de retomber sur ses quatre pattes et d'avancer vers les aliments laissés sans surveillance. Faith a commis l'erreur fatale de s'approcher directement de l'ours en train de se nourrir pour récupérer la glacière, au lieu de reculer lentement et de permettre à l'animal d'y accéder tout en préparant des mesures défensives. En se plaçant entre l'ours et sa cible, Faith a été perçu par l'animal comme un défi direct à sa source de nourriture. Le comportement de l'ours est passé instantanément de la recherche prudente à la défense agressive de ce qu'il considérait désormais comme son territoire. L'animal baissa la tête et chargea sur la courte distance, ses membres puissants propulsant près de 350 livres de muscles et d'os vers ce qu'il percevait comme une menace. L'impact initial projeta Faith en arrière avec une force énorme.
Son corps heurta le sol violemment alors que l'élan de l'ours les éloignait, tous deux, de la table de pique-nique. Les puissantes pattes avant de l'ours, équipées de griffes acérées mesurant jusqu'à 10 cm de long, griffèrent la poitrine et les épaules de Faith, créant de profondes lacérations qui sectionnèrent des vaisseaux sanguins majeurs et exposèrent les tissus musculaires sous-jacents. Les mâchoires massives de l'animal, conçues pour broyer les os et déchirer la chair, se refermèrent sur son cou et son torse supérieur. La force de morsure de l'ours, dépassant 800 livres par pouce carré, a écrasé les vertèbres cervicales de Faith et sectionné son artère carotide, provoquant une perte de sang massive et une perte de conscience immédiate. Les griffes de l'animal ont continué à infliger des blessures dévastatrices sur son torse, perforant ses poumons et provoquant leur effondrement rapide. Alors que le corps de Faith devenait mou sous l'assaut de l'ours, le prédateur maintenait sa prise, secouant violemment de manière typique d'une réponse alimentaire. Mark a utilisé le spray anti-ours aussi rapidement que possible, mais l'efficacité du produit chimique était limitée par la proximité et l'état déjà agressif de l'ours. Le spray à base de capsaïcine a finalement forcé l'ours à relâcher son emprise et à se retirer vers la lisière de la forêt, mais les dégâts avaient déjà été infligés. La combinaison de la perte massive de sang due à l'artère carotide sectionnée, des blessures écrasantes à la colonne vertébrale et de l'effondrement du système respiratoire a entraîné la mort de Faith en quelques minutes. Les secours sont arrivés dans les 20 minutes suivant les premiers appels au 911, mais Faith avait déjà succombé à ses blessures. L'ours, repoussé par le spray anti-ours, a disparu dans la forêt dense. Les gardes forestiers ont immédiatement sécurisé la scène et ont commencé à suivre l'animal pour évaluer son niveau de menace pour les autres visiteurs du parc. Les responsables du parc ont lancé une enquête approfondie, se concentrant sur les violations du stockage des aliments et les circonstances qui ont conduit au comportement agressif de l'ours. L'ours noir a finalement été localisé et euthanasié en raison de sa volonté démontrée d'attaquer les humains pour défendre ses sources de nourriture. La famille de Faith a publié une brève déclaration soulignant sa passion de toujours pour la conservation des animaux et demandant de la confidentialité pendant leur deuil. La tragédie à West Thumb a ajouté un autre nom à la liste croissante des décès liés à la faune cet été-là. Brice Abbott avait été victime d'un élan en route à Mammoth Hot Springs et le schéma des rencontres mortelles ne montrait aucun signe de ralentissement. Bientôt, Dustin Palmer ferait face à sa propre confrontation éprouvante à Tower Fall, où l'un des prédateurs les plus insaisissables et puissants d'Amérique du Nord démontrerait pourquoi il reste le chasseur suprême. C'était le 3 septembre 2017, lorsqu'une randonnée habituelle vers le belvédère de Tower Fall est devenue le dernier chapitre d'un été meurtrier de rencontres avec la faune au parc national de Yellowstone. Le sentier populaire serpentant à travers une dense forêt de pins Lodgepole, avec des lacets étroits menant à des vues spectaculaires sur la cascade de 132 pieds, attirait généralement des centaines de visiteurs chaque jour. Cependant, l'approche du crépuscule avait considérablement réduit la foule, ne laissant que quelques randonneurs épars rentrant alors que les ombres s'allongeaient entre les arbres imposants. Dustin Palmer, un présentateur de félins exotiques, âgé de 33 ans, connu pour son approche créative et improvisée de la manipulation des animaux dans les environnements de cirque, terminait ce qui aurait dû être une simple promenade pittoresque avec ses collègues. Sa réputation pour résoudre les problèmes à la volée lui avait bien servi en travaillant avec des prédateurs dangereux. Mais cela l'avait aussi conduit à prendre des risques calculés. Sandra Coe, une directrice de spectacle de 41 ans, concentrée sur le respect des délais serrés, avait insisté pour faire cet arrêt rapide pour des images promotionnelles avant leur long trajet. Théo Marsh, un technicien animalier de 25 ans, avait remarqué des traces fraîches de cerfs le long des bords du sentier et mentionné l'abondante activité de la faune. Le groupe avait choisi le sentier de Tower Fall pour son décor spectaculaire et son accessibilité facile, ignorant que leur visite coïncidait avec l'activité de chasse de pointe des prédateurs de haut niveau. La forêt dense offrait une couverture parfaite pour traquer, tandis que les sections étroites du sentier créaient des points d'embuscade naturels. Les récentes pluies avaient adouci le sol de la forêt, étouffant les sons et créant des conditions idéales pour le pistage. À l'approche du soir, la visibilité réduite et les températures plus fraîches signalaient le début des heures de chasse idéales pour les prédateurs nocturnes. Les pumas sont parmi les prédateurs les plus efficaces et mortels d'Amérique du Nord, capables d'abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 220 livres et mesurer 8 pieds de long, avec des pattes arrière puissantes qui leur permettent de sauter verticalement jusqu'à 15 pieds et horizontalement jusqu'à 45 pieds. Ces chasseurs solitaires possèdent des griffes rétractiles pouvant atteindre 2 pouces de long et des dents canines conçues pour infliger des morsures écrasantes au cou ou au crâne. Les cougars sont des prédateurs embusqués qui comptent sur la discrétion et la surprise, souvent en traquant leur cible pendant de longues périodes avant de lancer des attaques dévastatrices. L'attaque a commencé lorsque Dustin s'est séparé de son groupe pour ajuster un lacet de bottes desserré, quittant le sentier principal pour entrer dans une petite clairière entourée de bois dense. Le puma, qui suivait les mouvements du groupe à travers la forêt, a identifié ce moment d'isolement comme l'occasion parfaite pour attaquer.
Dustin a commis l'erreur fatale de s'accroupir dos à un couvert dense, se présentant comme une proie vulnérable tout en restant inconscient de la présence du prédateur à quelques mètres seulement. Le cougar s'est lancé de sa position cachée avec une puissance explosive, couvrant la distance en un seul bond. Les puissantes pattes arrière de l'animal ont propulsé son corps musclé dans les airs, les griffes avant étendues et les mâchoires ouvertes, alors qu'il visait le haut du dos et le cou de Dustin. L'impact initial a projeté à terre à la fois le prédateur et la proie avec une force énorme, le poids et l'élan du cougar assurant une domination totale dès le premier contact. Les griffes acérées du puma, conçues pour saisir les proies qui se débattent, se sont enfoncées profondément dans les épaules et le dos de Dustin, créant de multiples blessures par perforation, des blessures qui ont sectionné muscles et vaisseaux sanguins. Les puissantes mâchoires du prédateur se refermèrent sur la nuque de Dustin avec une force écrasante, ses dents canines de 10 cm pénétrant la peau, les muscles et les vertèbres. La morsure du cougar, exerçant plus de 400 livres de pression par pouce carré, fractura les vertèbres cervicales et sectionna la moelle épinière, provoquant une paralysie immédiate et une perte de conscience. Alors que le corps de Dustin devenait mou sous l'attaque, le puma maintenait sa prise mortelle sur son cou tout en utilisant ses puissantes griffes pour lacérer son torse et ses membres. Le comportement instinctif de prédation du prédateur impliquait d'écraser la trachée et les principaux vaisseaux sanguins du cou de la proie, assurant une mort rapide par asphyxie et perte massive de sang. La combinaison de la section de la moelle épinière, des vertèbres écrasées et du traumatisme massif aux artères carotides a entraîné la mort de Dustin en quelques minutes après l'attaque initiale. Le puma a commencé à traîner le corps vers un couvert plus dense lorsque les cris des collègues de Dustin qui approchaient ont poussé le prédateur à abandonner sa proie et à se retirer plus profondément dans la forêt. Sandra et Théo, qui s'étaient inquiétés lorsque Dustin n'avait pas rejoint le groupe, ont découvert la scène et ont immédiatement contacté les services d'urgence. Les gardes forestiers et le personnel médical sont arrivés aussi rapidement que le permettait l'emplacement isolé, mais Dustin avait déjà succombé à ses blessures. Les responsables du parc ont lancé une enquête approfondie sur l'incident, travaillant avec des biologistes spécialisés dans la faune pour suivre et surveiller le cougar responsable de l'attaque. Le puma a finalement été localisé et euthanasié en raison de sa volonté démontrée d'attaquer les humains, un comportement qui représentait un risque inacceptable pour la sécurité publique. La famille de Dustin a publié une déclaration honorant sa passion pour la faune et demandant de la confidentialité pendant leur deuil. La mort de Dustin Palmer a marqué la conclusion tragique d'un été qui avait coûté la vie à plusieurs personnes à cause de la faune dangereuse de Yellowstone. Faith Gardner avait été victime d'un ours noir à West Tom quelques mois plus tôt, s'ajoutant à une liste croissante de décès incluant des rencontres avec des grizzlies, des bisons et des wapitis. La série d'attaques a mis en évidence les dangers inhérents à l'exploration des zones sauvages américaines où les humains restent vulnérables aux prédateurs sauvages. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus ? Cliquez sur votre écran maintenant.